Votre cash, vos décisions. Bienvenue au podcast Finance 360 avec Alex Demers. J'ai pas le choix de vous parler de la plus grosse introduction en bourse de l'histoire. Je parle ici de l'IPO de SpaceX et je vais commencer par vous parler du prospectus et des chiffres des différentes divisions de l'entreprise. Ensuite, je vais vous parler de l'inclusion de SpaceX dans les indices boursiers et de l'impact potentiel que ça peut avoir sur le marché. Et finalement, je vais vous dire si je vais acheter des actions de SpaceX lors de sa première journée en bourse. Tout d'abord, c'est vendredi le 12 juin que SpaceX va officiellement faire son entrée sur le Nasdaq. Ça va être sous le symbole SPCX et on parle d'environ 555 millions d'actions qui vont être offertes au prix de 135 $ US. La levée de fonds devrait permettre d'amasser 75 milliards de dollars et devrait donner une valorisation à SpaceX dans les environs de 1750 milliards. Et c'est bien beau tout ça, mais ça ne dit rien sur le modèle d'affaires de l'entreprise. Donc pour avoir plus d'informations et surtout pour voir les chiffres, j'ai passé au travers des états financiers dans le prospectus de SpaceX et la première chose qui m'a frappé durant mon analyse, c'est à quel point la profitabilité est différente d'une division à l'autre. Il faut savoir que SpaceX, dans les faits, c'est trois entreprises complètement différentes qui ont été combinées sous le même nom. La première entreprise, c'est Starlink, qui est la division satellite qui fournit un accès Internet un peu partout dans le monde. La deuxième entreprise, c'est la division spatiale qui regroupe les lancements de fusées, les contrats gouvernementaux et le développement de Starship. Et la troisième, c'est la division intelligence artificielle qui regroupe en fait xAI, Grok, la plateforme X et les centres de données de SpaceX. En 2025, Starlink a généré environ 11,4 milliards de revenus. La division spatiale, elle, a généré 4,1 milliards et la division intelligence artificielle a généré 3,2 milliards. Autrement dit, près des 2/3 des revenus de l'entreprise proviennent actuellement de Starlink. Et si on regarde du côté des profits, le portrait devient encore plus révélateur. Starlink qui dégage environ 4,4 milliards de bénéfices opérationnels, tandis que la division spatiale, elle perd 657 millions et la division IA, elle perd environ 6,4 milliards. Autrement dit, Starlink est la seule division qui est vraiment rentable du côté de l'entreprise. Et plus j'analyse le dossier, plus je suis convaincu que Starlink, ça représente probablement l'actif le plus intéressant de tout l'écosystème SpaceX en date d'aujourd'hui. Et honnêtement, si demain matin, Elon Musk annonçait un spin-off de Starlink, c'est-à-dire qui développait une entité indépendante juste pour Starlink, cette nouvelle-là attirait probablement davantage mon attention que l'introduction en bourse de SpaceX elle-même. Pourtant, pour la majorité du monde, lorsqu'ils pensent à SpaceX, c'est généralement la division spatiale qui vient en tête. On pense au lancement de fusées, la fusée Falcon 9, les missions gouvernementales, les contrats militaires. Et personnellement, je trouve l'industrie aérospatiale fascinante, mais du point de vue de l'investisseur, il faut être conscient que ce genre de projet-là coûte extrêmement cher et ne sont pas nécessairement rentables. Et pour l'instant, ce sont principalement les profits générés par Starlink qui permettent de venir financer les ambitions du côté de l'espace. Et la même logique s'applique à la division de l'intelligence artificielle avec xAI et Grok. Et d'ailleurs, c'est probablement la partie du prospectus qui m'a le plus surpris parce que lorsqu'on regarde où l'argent est investi aujourd'hui, une grande partie des ressources est redirigée vers l'IA. Au cours de la dernière année, SpaceX aurait consacré environ 12,7 milliards à ses infrastructures d'intelligence artificielle et cela représente environ 60% de l'ensemble des dépenses d'investissement de la compagnie, donc autrement dit le CAPEX. Dites-vous que l'entreprise investit 3 fois plus d'argent dans l'IA que dans sa division spatiale et du côté des revenus, SpaceX a signé un partenariat avec Anthropic. Dans le fond, SpaceX, il loue l'accès à leur data center à Anthropic
d'Anthropic pour qu'ils puissent utiliser la puissance de calcul pour leur modèle d'IA. Et on parle d'un accord qui est estimé à 1,25 milliard de dollars par mois, soit 15 milliards par année. Et dernièrement, SpaceX a aussi signé un contrat similaire avec Google. Donc, on s'entend que ce sont des belles sources de revenus. Par contre, c'est important de savoir que ces deals-là, qui ont l'air faramineux, ils peuvent être annulés à n'importe quel moment. Ça prend juste un préavis de 90 jours, soit de la part d'Anthropic ou de Google. Bref, à date, la seule chose qui est sûre, c'est que la division de l'IA consomme énormément de capital et génère encore des pertes astronomiques. En 2025, on parle de pertes opérationnelles de 6,4 milliards et ça, c'est seulement pour la division de l'intelligence artificielle. Et comme je vous dis, la plupart des investisseurs y perçoivent SpaceX comme étant une entreprise spatiale. Pourtant, lorsqu'on regarde la répartition du côté des revenus, des dépenses et des profits, c'est plus compliqué que ça. Malheureusement, je pense que plusieurs investisseurs vont découvrir cette réalité-là, le fait que c'est beaucoup plus complexe que ça a de l'air. Ils vont découvrir ça pas mal plus tard. Ils vont acheter du SpaceX pour les fusées puis les data centers dans l'espace. Pourtant, les grosses dépenses sont dans l'intelligence artificielle et la seule division qui est profitable, c'est la télécom avec Starlink. Et c'est là que je crois que beaucoup d'investisseurs devraient se poser la question, s'ils achètent SpaceX à son entrée en bourse, est-ce qu'ils comprennent réellement dans quoi ils investissent? On s'entend, c'est une question de base, mais des fois, dans l'euphorie, on se laisse plus emporter par le mouvement de la foule puis le narratif que les chiffres qu'on voit actuellement ou les perspectives d'avenir qui sont plus réalistes. Et je prends une petite pause pour vous parler d'un endroit que j'aurais aimé connaître avant. Vous connaissez le concept du club de golf privé, beau parcours, bonne ambiance, belle expérience. Expérience Mata, c'est exactement ça, sauf que vous n'avez pas besoin d'être membre, pas besoin de connaître quelqu'un, vous avez juste à réserver en ligne, vous arrivez, c'est à 1 heure de Montréal dans l'Anaudière, il y a un hôtel, un spa, un resto, tout est sur place et c'est la qualité d'un privé sans le prix d'un privé. Donc pour quelqu'un qui sait reconnaître une bonne valeur, c'est une décision facile. Utilisez le code FINANCE36026 pour 15% de rabais sur votre ronde et je vais laisser le lien dans la description de l'épisode. Et si on revient par rapport à SpaceX, un autre élément qui mérite votre attention, c'est l'inclusion de SpaceX dans les indices boursiers parce que normalement, les entreprises, elles doivent respecter plusieurs critères avant d'obtenir leur place dans des indices comme le Nasdaq 100. On exige généralement que l'entreprise soit rentable et qu'elle affiche un historique minimal sur le marché boursier. Il faut comprendre que les règles concernant la rentabilité et la période d'attente de 12 mois, ça existe depuis l'explosion de la bulle Internet en 2000 et le but de ces critères-là, c'est justement de protéger les investisseurs et d'assurer une plus grande stabilité sur les marchés. Par contre, lorsqu'une entreprise vaut 1750 milliards dès son introduction en bourse, là, c'est un peu différent dans le sens que du fait de la taille de l'entreprise, on pourrait déroger des critères habituels afin de faciliter l'intégration de SpaceX dans les indices. Et si ça se produit, ceux qui investissent dans certains fonds indiciels, ils pourraient se retrouver automatiquement avec une exposition à SpaceX. Et c'est ce qui m'amène à me demander ce qui pourrait arriver avec le reste du marché, dans le sens que on parle beaucoup de l'introduction en bourse de SpaceX, mais on parle très peu des conséquences potentielles que ça pourrait avoir sur les autres actions. On parle quand même du plus gros IPO de l'histoire, une entreprise valorisée à quasiment 2 trillions qui cherche à lever 75 milliards de dollars et bientôt en plus de ça, il va y avoir l'entrée en bourse d'Anthropic et d'OpenAI. C'est sûr que des levées de fonds comme ça demande une quantité de capital qui est gigantesque et nécessairement cet argent-là, elle doit venir de quelque part. Et oui, il y a une partie qui va venir des liquidités qui sont déjà disponibles, mais je pense qu'il y a une grosse portion qui va provenir de ventes effectuées ailleurs dans le marché. Imaginez un gestionnaire qui gère déjà des milliards et là, il va investir plusieurs millions de dollars dans SpaceX. Il va devoir réduire certaines positions existantes afin de libérer du capital. Et la question, c'est de savoir c'est quoi qu'il va décider de vendre. Est-ce qu'il va décider de réduire son exposition
aux sites magnifiques comme Microsoft, Google, Nvidia? Est-ce qu'il va vendre ses gros gagnants du côté des microprocesseurs, du côté des composantes électroniques? Ou il va plutôt se départir de ses titres à perte, comme par exemple les titres dans le secteur du logiciel? Et c'est un peu la même logique qui s'applique aux investisseurs de détail. Combien de petits investisseurs vont décider de vendre une partie de leurs actions de Tesla pour acheter du SpaceX? Combien vont vendre des entreprises de qualité juste parce qu'ils veulent absolument participer à ce qui est présenté comme l'IPO du siècle? Parce que quand une entreprise aussi importante arrive sur le marché, elle agit un peu comme une éponge qui absorbe une bonne partie de la liquidité disponible. Donc j'ai hâte de voir la réaction du marché suite à l'entrée en bourse de SpaceX. Évidemment, ça ne veut pas dire que les marchés vont s'effondrer du jour au lendemain non plus, mais à court terme, je ne serais pas surpris de voir certaines entreprises subir une pression vendeuse simplement du fait qu'il y a des investisseurs qui cherchent à financer leur achat de SpaceX. Il existe également un autre phénomène intéressant. Si SpaceX est effectivement intégré à certains indices boursiers, les gestionnaires de fonds indiciels, ils vont devoir l'acheter et pour acheter SpaceX, ils vont devoir également réduire légèrement le poids, la pondération de certaines entreprises qui sont déjà présentes dans l'indice. Et c'est pour ça que je pense que SpaceX pourrait créer des opportunités d'investissement ailleurs sur le marché si des investisseurs décident de vendre massivement certaines entreprises de qualité juste pour financer leur participation à l'IPO. À ce moment-là, il pourrait y avoir des actions qui se retrouvent temporairement sous-évaluées. Et pour conclure l'épisode, après avoir analysé le prospectus de SpaceX, je vais vous dire si je compte acheter des actions vendredi prochain. Et je vais être franc avec vous, j'admire Elon Musk pour sa capacité à exécuter des projets que plusieurs considèrent comme impossibles. Je trouve la division Starlink très intéressante, mais du côté de l'IPO de SpaceX en soi, ce n'est pas un investissement qui m'intéresse. En date d'aujourd'hui, je vois une entreprise qui monopolise l'attention des médias financiers et surtout, je vois une entreprise qui est valorisée à plus de 90 fois ses revenus actuels. Et j'ai bien dit revenus et non pas bénéfices parce qu'évidemment, l'entreprise n'est pas profitable. Et le gros problème avec SpaceX, c'est que tout le monde sait que c'est une entreprise avec un potentiel incroyable et ça se reflète déjà dans sa valorisation. Tout le monde semble convaincu qu'il faut absolument devenir actionnaire de SpaceX parce que c'est la compagnie du futur avec les fusées puis les centres de données dans l'espace. De mon côté, en partant, je n'achète jamais d'actions lorsqu'il y a une introduction en bourse parce que lorsque l'entreprise décide de vendre des actions au public, c'est généralement parce qu'elle considère que les conditions sont les plus favorables. S'ils décident de le faire là, c'est parce que c'est le meilleur moment pour vendre des actions, pour aller chercher le plus d'argent auprès des investisseurs. Je pense que c'est Warren Buffett qui disait que IPO, ça voulait dire « It's probably overvalued » et c'est souvent le cas malheureusement pour les introductions en bourse. Et pendant les premiers jours, les premières semaines, le prix des actions de SpaceX, il devrait justement monter sous l'effet de l'excitation et c'est normal, là. Tout le monde a peur de passer à côté du prochain Amazon, mais après ça, quelques mois plus tard, les premiers résultats financiers vont être publiés et c'est là que les investisseurs ils vont constater que les revenus et les profits ne sont pas assez élevés pour venir justifier les attentes qui avaient été intégrées dans le prix de l'action lors de l'entrée en bourse. Et c'est pour ça que même si l'action de SpaceX monte en flèche pendant les premiers jours de négociation ou pendant les premières semaines, premiers mois, ça ne change rien à mon approche. J'ai pas besoin d'être parmi les premiers actionnaires de SpaceX. Je vois pas c'est quoi l'urgence de sauter là-dessus. Personnellement, je préfère attendre de voir les chiffres évoluer dans le temps plutôt que de me fier sur des prévisions qui sont super optimistes. Et sur ça, je termine l'épisode d'aujourd'hui. Encore une fois, merci pour votre écoute. Si vous avez apprécié le contenu, je vous invite à laisser un 5 étoiles sur Spotify ou à vous abonner sur ma chaîne YouTube. Et on se revoit mardi prochain pour un autre épisode de Finance 360.